Nous revenons ici au studio. Avant la pause, nous en étions avec les deux cadres du ministère des Affaires étrangères, M. Akapo et M. Radji, qui nous rappelaient le concept et le contexte du lancement par le ministre Robert Doucet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Comment ça va être mis en place, le nombre des délégués, par quel canal les délégués seront, le nombre des délégués seront choisis, et également les critères qui ont motivé à la mise en place de tout ça. Mais Olivier, c'est très bien ce que nous disent M. Akap et M. Radji, sauf que, comme l'écrivent certains journaux, dont l'Humanité, qui dit qu'une partie de la diaspora boycotte et menace déjà de ne pas s'inscrire dans la dynamique du ministère. Et justement, dans ce sens-là, le confrère La Manchette publiait déjà, mercredi dernier, une déclaration émanant de la diaspora togolaise de Belgique. Alors, cette branche de la diaspora relève, entre autres, pour la diaspora togolaise vivant en Belgique, le HCTE aurait été mis en place sans concertation aucune avec les premiers concernés et destinataires qui sont les compatriotes. Cette diaspora également qui s'inquiète des conditions de sa conception et de sa mise en œuvre, qui laisse sceptique et dubitative une grande partie de la diaspora togolaise. Et puis la déclaration évoque également l'absence de mécanismes de contrôle citoyen du processus de déclaration de candidature et d'élection des délégués de la diaspora. Olivier, vous avez certainement pris connaissance de cette déclaration de la diaspora togolaise en Belgique ou de toutes les attaques déjà qui se font sentir ici et là. Oui, ça, je me permets donc d'être le porte-parole, ou du moins de relever les inquiétudes de cette diaspora et à travers le communiqué donc, que la diaspora vivant, résidant en Belgique a publié il y a quelques jours. Et je crois que l'initiative à la base du ministère des Affaires étrangères est une initiative louable qu'il faut saluer de toutes les façons, parce qu'on doit avoir une structure représentative de cette diaspora qui soit à même donc, de porter les revendications, de porter les aspirations de cette diaspora et d'être un pont entre la diaspora togolaise et les autorités togolaises. Mais au même moment, cette diaspora s'inquiète et c'est ce que le communiqué relève. D'abord, le processus de mise en place du Haut Conseil donc, de la diaspora togolaise, elle estime qu'elle n'a pas été inclusive parce que voilà, il y a des associations de la diaspora qui existent et que nous connaissons tous. Est-ce que ces associations ont été, bon, vous me permettez la tautologie, est-ce qu'elles ont été associées au processus et la diaspora vivant en Belgique dit non, mais elle s'inquiète aussi donc, du mode d'élection et du contrôle même de la transparence. De la transparence plutôt donc, du processus d'élection. Et aussi et surtout, il y a la question du vote, du recensement d'abord et du vote de cette diaspora. Parce qu'elle met cette question au-dessus de toutes les autres considérations pour le moment. Elle se dit que lorsqu'elle participe au PIB du pays, elle doit en principe être associée à la vie donc, sociopolitique de ce pays. Et parfois la diaspora ou les Togolais sont obligés de manifester pour réclamer leur droit de vote. Est-ce que toutes ces préoccupations d'abord, est-ce que vous les comprenez? Et le droit de vote surtout, est-ce qu'elle a été prise en compte, il a été pris en compte dans le processus d'élaboration et de mise en place du HTC et de l'HTC? Monsieur Akapo, est-ce que la diaspora, ou bien est-ce que les diasporas ont été consultés au moment de la conception de ce projet? Je vous remercie pour cette question. J'avais dit au départ que nous devons clarifier un certain nombre d'aspects. Nous y sommes, M. Akapo. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur fait partie des recommandations des assises de la diaspora togolaise, tenues à Paris, à Montréal et à Lomé. Au cours de ces assises, la diaspora elle-même avait recommandé au gouvernement la mise en place donc, de cette structure. Et je rappelle que c'était en 2014. 5 ans après, face à l'inaction de cette diaspora, qui est, à mon avis, un petit peu multicolore, face à son inaction,
le gouvernement a pris ses responsabilités parce qu'il voudrait associer tous les fils du pays à la construction nationale. Le gouvernement a pris ses responsabilités pour mettre alors en place ce cadre de concertation entre cette diaspora et le gouvernement. Je tiens ici à préciser qu'en réalité, le Haut Conseil que le gouvernement veut mettre en place n'est pas une structure qui sera dirigée par le gouvernement togolais. Les représentants que sont les délégués pays sont en réalité les acteurs donc, de ce Haut Conseil. Que ce soit la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, tout est contrôlé par ce Haut Conseil. Ce que nous voulons, c'est juste créer un cadre donc, de concertation entre cette diaspora et le gouvernement afin donc de recevoir leur avis et leurs propositions concrètes sur différents aspects. Et vous me parliez tantôt du droit de vote. Comment peut-on obtenir le droit de vote si on refuse de s'asseoir autour d'une table et discuter? Lors des travaux de ce Haut Conseil, je crois que la question du vote et d'autres questions qui leur retiennent à cœur pourront être débattues. Et sur cette question, le gouvernement reste alors ouvert. Face à la polémique qui a été orchestrée ces derniers jours, le gouvernement a réagi en sortant un communiqué pour rétablir la vérité. Et de ce communiqué, nous disons que la mise en place du Haut Conseil s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle d'œuvrer au renforcement de la politique du gouvernement à l'endroit de la diaspora togolaise. Et le Haut Conseil, c'est un organe consultatif, de statut associatif, non partisan, non discriminatoire, à but non lucratif. Nous disons également que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur vise à rassembler tous les ressortissants togolais résidant à l'étranger sans distinction d'origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe, et j'en passe. Nous disons également qu'il n'est nullement question d'utiliser les données personnelles des Togolais à des fins quelconques. Les procédures prévues dans le processus de sélection ou donc d'élection de ces délégués visent tout simplement à s'assurer de la nationalité donc, de ces Togolais. Et pour finir, nous nous sommes dit que nous restons encore ouverts à toutes les contributions et suggestions et appelons donc nos compatriotes donc, de la diaspora à se joindre à nous dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui à terme contribuera au développement donc, de notre pays. Merci. Alors, nous sommes heureux d'être suivis en direct par le compatriote Napotien qui, depuis les États-Unis, nous suit. Et voici sa réaction. Peut-on savoir comment la collecte des données, des apports financiers a été faite? Ce sont des chiffres qui proviennent de la Banque mondiale. Et c'est à la disposition sur le site du ministère. Merci, M. Napotien. Appuyé à vous depuis New York où vous nous suivez. Non, je voudrais compléter sur un aspect oui, sur la question de journaliste. En fait, on est dans le cas présent, dans ce que j'appelle un double malentendu. Moi, je garde mon rôle d'expert et j'essaie objectivement de voir les choses de la manière la plus froide possible. C'est un double malentendu parce qu'en fait, certaines personnes dans la diaspora font des critiques et ne proposent pas beaucoup. Ne proposent vraiment pas beaucoup. Comme l'a dit tout à l'heure le directeur, en 2014, moi je fais partie des gens qui ont accompagné les assises. Et cette question de la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur était sortie comme une urgence, pas seulement comme une priorité, comme une urgence. Et à l'époque, l'idée était que la diaspora devait s'organiser, devait faire en sorte que les choses puissent se mettre en place et ensuite venir vers le gouvernement. Parce qu'il y a deux écoles dans ce domaine. Il y a une approche qui consiste à faire créer l'institution une fois que la diaspora s'est organisée. Il y a une autre approche qui est aussi pratiquée dans le monde, qui consiste à mettre en place un cadre et à voir les mécanismes qui permettent aux gens de rentrer dans ce cadre et de travailler dans ce cadre. C'est l'approche que le gouvernement a été contraint d'utiliser. Je dis bien contraint d'utiliser. Devant l'inaction de la diaspora, devant le vide. Donc,
ce que je voudrais préciser, c'est que, quelles que soient les critiques qu'il peut y avoir, il faut regarder les choses objectivement. On met en place un cadre institutionnel qui va permettre de dialoguer justement, puisque c'est la critique principale qui est faite au gouvernement, c'est de ne pas pouvoir concerter et dialoguer avec eux. Qu'est-ce qui empêche les personnes qui se disent représentatives de la diaspora de s'inscrire comme candidats et d'être élus? Parce que s'ils sont représentatifs dans les pays dont ils parlent, ils ne doivent avoir aucun problème pour être les patrons du Haut Conseil demain. Et à ce moment-là, les critiques dont on parle là, ça sera discuté en interne et ça fera l'objet de propositions directes au gouvernement. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Ce que le gouvernement offre, c'est la formule la plus intéressante qui permet à la diaspora togolaise de s'exprimer pleinement et de défendre ses intérêts comme il le souhaite. Merci, monsieur Radji, notre artiste Max Eman. Oui, bon, vous savez, moi je suis beaucoup l'actualité, je suis très intéressé par tout ce que vous faites. Et puis, vos positions m'intéressent beaucoup. Et je me dis peut-être c'est parce que vous êtes au niveau de la diaspora, vous vivez pas le quotidien. Ce quotidien, c'est justement même ce qui m'amène. Vous voyez, apparemment, n'ayons pas peur de le dire, nous sommes en face d'un gouvernement aussi qui essaie toujours de diviser pour évoluer. Parce que la chose la plus simple serait que ce gouvernement, s'il aime vraiment la diaspora, voudrait qu'elle s'entende, accepte la moindre des choses. Le droit de vote de la diaspora, c'est un bon moyen de recensement. C'est le moyen par excellence du recensement. Vous voyez un peu. Non, je vais répondre. Donc, excusez-moi, pour moi, ce n'est pas une attaque, mais c'est juste une vision. C'est l'artiste. Je vois toujours ce gouvernement qui refuse de faire ce qu'il faut faire pour unir et qui divise toujours. Et aujourd'hui, c'est vous de la diaspora qui êtes en train de vous battre les uns, trouvant que c'est eux qui apportent 70%, d'autres c'est 70%. On se demande, c'est ça, mais tout ce qu'il faut que le gouvernement fasse pour vous recenser et savoir qui est qui, c'est d'abord vous accorder ce droit de vote. Alors, il l'a jamais fait. Justement, M. Akapo ou bien M. Radji, si le gouvernement prenait la disposition pour que les compatriotes de la diaspora puissent être électeurs et éligibles, est-ce qu'ils ne seraient pas mis conséquemment en confiance pour participer au mécanisme? Mais ça, Oui, la Radji. démarche du lancement du Haut Conseil participe à ça. Je m'explique. De quoi s'agit-il? Pour la première fois, les gens de la diaspora, on leur demande eux-mêmes directement de s'inscrire. C'est du recensement. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est du recensement. Je réponds à l'artiste. C'est le recensement qui est fait en ligne et qui plus est, c'est fait directement par les personnes. Comme ça, il n'y a pas de risque de fraude, il n'y a pas de risque de duplication, tout ce qu'on veut est éliminé puisque c'est vous-même qui vous inscrivez et vous pouvez contrôler que vous êtes dans le fichier. Donc, la démarche de recensement est déjà en cours. Quant à ce qui concerne les élections, les candidats qui seront présentés aux gens dans la diaspora procèdent de la même chose que si demain on décide de faire élire un président de la République ou un député, le mécanisme aura déjà été testé et rien n'empêcherait qu'on puisse l'appliquer à l'approche que vous demandez. Là, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Non, puisque aujourd'hui, on n'a rien. Moi, je parle en tant que membre de la diaspora. Oui, aujourd'hui, on n'a rien. Donc, on nous offre la possibilité, dans un premier temps, d'élire nos propres représentants. Et ce sont ces représentants-là qui pourront discuter avec le gouvernement de la meilleure façon d'obtenir l'effectivité du droit de vote. Dites-moi, dans quel pays on peut offrir mieux que ça? Moi, je trouve qu'ici, on n'offre pas avec la bonne foi. Je vais juste terminer. C'est un petit truc qui est parfois psychologique. Oui, bien sûr. Les gens ont réclamé des choses aux côtés d'une population qui réclamait quelque chose, peut-être parmi lesquelles le droit de vote. Tant qu'il y a conflit et on demande à ces mêmes personnes de s'inscrire, les personnes peuvent avoir peur. Ça, c'est purement psychologique. Parce que c'est la société. Ils ont peur. Vous refusez que nous votions, maintenant vous nous demandez de venir nous inscrire. Vous nous cherchez pourquoi? Parce que ici à Lomé, les gens vivent ça. Vous voyez, la meilleure des choses, la sagesse, la hauteur du gouvernement serait simplement, étant donné qu'il a seul revu la Constitution, juste d'inscrire le droit de vote de la Monsieur Akapo, diaspora. pour être plus direct, il se pose un problème de confiance entre l'initiative du gouvernement et la diaspora. Comment allez-vous faire maintenant pour les rassurer davantage? Cette question est également inscrite dans la feuille de route du gouvernement. Des instructions sont déjà données à nos représentations diplomatiques pour qu'elles puissent accentuer leurs actions de sensibilisation et donc qu'elles puissent également écouter les compatriotes
qui vivent également dans leurs juridictions respectives, en vue de recenser leurs difficultés et pour que nous puissions leur venir en aide. Donc, toutes ces questions font partie des préoccupations donc, du gouvernement et nous travaillons là-dessus. Le collègue parlait tantôt du recensement. Le recensement donc, de la diaspora togolaise fait également partie des priorités donc, du gouvernement. Quand vous lisez la feuille de route, de route pour les Togolais donc, de l'extérieur, vous vous rendrez compte qu'il y a un projet donc, de cartographie et qui est également inscrit donc, dans ce document. Et dès que nous aurons les données fiables, nous pouvons alors discuter donc, de la mise en œuvre de cette question donc, de vote que vous aviez évoquée tantôt. Je voudrais également rappeler que quand nous parlons donc, du droit de vote, il faudrait que nous ayons également donc, à l'esprit et qu'en réalité, même si aujourd'hui on demandait à la diaspora togolaise donc, de voter, peu sont ceux-là et qui pourront alors participer donc, à ces élections. Pourquoi? Puisqu'elles ne disposent même pas donc, des documents d'identité. Pas toujours. Oui, Alors, il y a quand même un Olivier. élément que moi j'aimerais relever, c'est le fait que le communiqué condamnant donc l'initiative, du moins critiquant l'initiative du gouvernement vient de la diaspora résidant en Belgique. Alors que la diaspora togolaise, comme on l'a dit, est si plurielle et si diversifiée. Je connais aussi beaucoup d'associations de la diaspora qui ont gardé le silence sur cette question. J'aimerais bien les écouter, la diaspora aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, pour savoir vraiment quel est le taux, le pourcentage de ceux qui rejettent cette initiative, pour pouvoir apprécier. Ça, c'est un premier élément, parce que la diaspora résidant en Belgique est si minime qu'on ne peut pas globaliser donc, par rapport à la diaspora togolaise vivant à l'étranger. Mais au même moment, ma question, ou bien du moins ma proposition reprend la question de mon ami artiste, c'est que pour mettre en confiance cette diaspora, est-ce qu'il ne faille pas au moins leur accorder ce qu'elles veulent depuis pour qu'elles se disent, ah vraiment, maintenant on nous prend en compte, là, mobilisons-nous pour rejoindre le mouvement. C'est aussi une question appréciée, puisque je sais que la préoccupation première de cette diaspora, c'est le droit de vote. Olivier, à ce niveau-là, justement, merci à cet auditeur qui nous suit et qui nous rappelle que le droit de vote est déjà conféré à la diaspora dans la Constitution. Il ne manque que le gouvernement prenne des mesures pratiques. Monsieur Akapo, monsieur Radi, tout le problème est là. La diaspora a déjà son droit de vote dans la Constitution. Maintenant, c'est les modalités pratiques de cela qui manquent. Monsieur Akapo. Mais je vous le disais tantôt, comment cette diaspora peut voter si elle n'est pas recensée? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministère donc, des Affaires étrangères a sorti sa feuille de route. Est-ce que vous voyez, cette question de recensement de cette diaspora s'inscrit dans cette feuille de route. Laissons ou donnons le temps au temps et on verra ce que ce Merci, temps merci. Nous allons revenir sur le sujet lorsque les amis auditrices et auditeurs vont entrer incessamment en scène par des questions, par leurs contributions. Et il nous reste juste quelques minutes. On ne pourra pas beaucoup en parler, juste une revue de presse avec... Est-ce que c'est déjà le cap de fin pour les élections municipales ou bien encore il y a des ouvertures à faire? Revue de presse avec le confrère Togo Réveil qui nous rappelle que la Cour suprême a proclamé les résultats définitifs des élections locales. C'était déjà le mercredi dernier. Le nouveau confrère Atopani écrit déjà, Atopani écrit à la page 7 que Topani qui écrit que sans amusement, unir seul pourrait s'offrir les 3/4 de nos communes. Et Atopani qui continue et se demande si en fait si c'est un retour au parti unique. Je rappelle Olivier que si unir à les 3/4 des communes, unir autour des 3/4 à l'Assemblée nationale, unir à 100% de la présidence de la République. Alors Olivier, est-ce que nous revenons en fait au parti unique? Non, nous avons des élections plurielles et pluralistes, c'est-à-dire que
tous les partis donc, peuvent aller à ces élections. Maintenant, chacun s'organise, se prépare en fonction de ses moyens et de ses ambitions. Je crois qu'on perd de vue une chose, c'est que UNI est un parti qui m'a l'air très organisé et qui s'adapte à toutes les situations. Puisque aujourd'hui, on sait que voilà, il y a eu des mouvements et une crise au lendemain duquel on a organisé des élections. UNIR a plus misé sur des indépendants qui sont acceptés dans leur communauté et qui ne portent pas forcément l'identité UNIR, mais dans leur âme, ils sont des membres d'UNIR. Donc, je crois que l'opposition devrait en fait s'adapter au processus électoral au Togo. Si bien que parfois l'opposition est surprise. La preuve, l'opposition n'a pas opposé réellement de critiques par rapport à cette élection, à la transparence. Ça veut dire qu'elle accepte que les élections sont bien passées, mais qu'elle a échoué. Moi, le seul hic dans ce processus, c'est au niveau de la Cour suprême, je crois, qui m'a donné l'impression d'un travail de légèreté, ou qui a fait preuve de légèreté dans son travail, alors que c'est une cour si importante et si... Sur quel point précis estimez-vous que... Oui, hier vous l'avez relevé ici, à ce même plateau, c'est-à-dire lorsque on annule l'élection dans deux communes et qu'on garde le pourcentage de participation, le taux de participation, je crois qu'il y a une légèreté parce que mathématiquement, ça ne peut pas se défendre. Ça ne peut pas se défendre parce que lorsqu'il y a même un électeur togolais qu'on enlève donc du taux de participation, ça doit agir forcément sur ce taux-là. Et pour ajouter à ça, il y a notre invité, le directeur de l'ONG IJD, qui relevait que la Cour suprême a ou aurait oublié au moins une commune dans la préfecture de Doufelgou. Comment on peut oublier une commune dans la proclamation des résultats, alors que la Cour suprême, c'est son rôle de faire ce travail-là. Il y a aussi des suspicions comme quoi les noms de certains, de candidats qui n'ont pas été à des élections dans le plateau, ou à Takpamé, se retrouvent bizarrement dans les élus et les proclamés. Si bien que je crois que cette Cour, elle doit travailler à ce que tous les Togolais aient confiance à son travail. Et... Merci Olivier. Là-dessus, il y a le confrère Liberté qui revient et qui écrit « Élection locale sur fond de magouille des non-candidats qui se retrouvent sur les listes gagnantes proclamées par la Cour suprême dans le Ogu 1, notamment à Takpamé. » Eh bien, mais au-delà de ça, comme l'écrit le confrère L'Humanité, des alliances qualifiées de contre-nature se mènent déjà pour le contrôle de certaines mairies, ce qui nous amène à vous, Madame Mimi Seguéré, rebonjour. Rebonjour, ça. Tête de liste indépendante, les engagés, Golf 5, Afro-Gaclé. Votre liste en est sortie avec un conseiller sur 25, c'est ça? Sur 23. Sur 23. Ouais. Alors, d'abord, votre résultat, ce siège que vous qualifiez de grand siège de conseiller sur le 23. Oui, bon, on aurait aimé avoir plus de sièges, mais on se contente du peu. Moi, j'ai appris à célébrer les petites victoires. On se contente du peu et on mettra tout en œuvre pour apporter notre pierre au développement de la commune Golf 5 à Fleur-Gaclé. Olivier, quand vous associez tous les indépendants à unir, attention, faites la nuance. Maintenant, ceci dit, c'est une question de conscience et chacun assume ses choix. Donc, vous êtes vraiment indépendant. Unir, c'est-à-dire, je suis sur une radio, et si c'est UNIR qui m'a installé ou bien qui m'a mis en place, qui nous a mis en place, UNIR pourrait le dire, ou si c'est l'opposition pourrait le dire. Et maintenant, souvenez-vous aussi que même ici à Lomé, l'opposition a soutenu ouvertement une liste indépendante et c'est au vu et au su de tout le monde. Donc faites la nuance. Mimi, donc la liste, les engagés, vous étiez réellement indépendant aussi bien d'UNI que de toute partie de l'opposition. Et je l'assume, je suis sur une radio. Merci. Maintenant, votre siège là. Et comme l'écrit le confrère L'Humanité, est-ce que des partis unis ou autres vous contacteraient pour éventuellement une alliance à la tête de la commune Golf 5 à Fleur-Gaclé? Ça, je peux vous dire que contacté ou pas, nous restons dans notre position. Si quelqu'un vient et qui s'engage, enfin,
qui s'engagent dans ce que nous comprenons des élections locales, c'est-à-dire le développement des communes, et qui acceptent qu'il est temps qu'on laisse les combats politiques derrière pour s'occuper des populations, alors là, on pourra s'entendre. Sinon, on n'est pas obligé de faire alliance. Hein. Ça, je le dis. Et puis, quand on dit unir, est-ce qu'on va voter pour des partis politiques dans les mairies? Moi, ça me dérange un peu. On ne va pas voter pour des partis politiques. On va voter pour des maires qui pourront travailler pour le développement des communes. Alors, ceci dit, le 17, dans l'après-midi du 17, on a élu des juillet. La Cour suprême a proclamé des résultats, a donné des noms. Nous sommes tous conseillers municipaux, les uns au même titre que les autres. Qu'on soit du